Merci encore d'être avec nous. Un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Donc, Nicolas, je suis directeur de développement des affaires chez Hello. On aide les entreprises du Québec, de l'Ontario, du Canada dans leur programme de reconnaissance employée. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment optimiser votre programme de récompense. On va vous parler de marque employeur, de l'importance de la marque employeur, l'importance des programmes de reconnaissance. On va avoir des cas concrets à vous présenter, comment l'utiliser à travers votre entreprise. Et bien sûr, on a à la fin une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, durant la présentation, si vous avez des questions qui apparaissent, de les écrire dans le chat. Puis à la fin, on va répondre à toutes les questions qui ont été posées. Donc, pour commencer, je vous présente Gabriel Bouchard, qui est vice-président et chef des revenus chez Hello. Mais Gabriel a 20 ans d'expérience dans les ressources humaines. Il a été CEO de Monster au Canada, de Workopolis. Beaucoup d'expérience dans la marque employeur, le recrutement, l'engagement. Il a été précurseur dans la vision du télétravail. Je vais laisser Gabriel vous expliquer un peu le parcours et son implication au sein des RH au Québec et également en Europe. Donc, Gabriel, bienvenue. Merci d'être Merci. aujourd'hui avec nous. Bonjour tout le monde. Alors, oui, comme le disait Nico, pour parler un petit peu de mon cheminement professionnel, en fait, j'ai commencé il y a plus de 30 ans ma carrière en agence de publicité. Et évidemment, notre mandat à l'époque, c'était de vraiment travailler avec des marques, à bâtir l'équité d'une marque. Et évidemment, quand je suis arrivé dans le monde du recrutement vers 1996, pour moi, c'était un naturel. Là, toute la notion de marque employeur, c'était un peu un naturel. C'était d'appliquer l'expertise acquise au niveau de la publicité traditionnelle dans un contexte de marque employeur. Évidemment, à mes tout débuts avec TMP Worldwide, je ne sais pas si cette agence spécialisée dans le domaine des HR, agence de pub, existe toujours aujourd'hui, mais à l'époque, on avait des clients un petit peu partout à travers le Canada. Donc, on était exposé à différentes problématiques et ce qui est intéressant, c'est que déjà, on voyait les conséquences ou les impacts de la pénurie de main-d'œuvre ou de la pénurie de talent. On peut peut-être aller à la slide suivante, Nico, s'il te plaît. Bien sûr. Donc, déjà, on avait des clients qui composaient avec ça. Et par la suite, quand on a lancé Monster Canada, on avait vraiment deux laboratoires qui nous permettaient de voir, en fait, qu'est-ce qui était pour arriver au pic de la pénurie de main-d'œuvre et de talent, et on est dedans maintenant. Donc, dès 1997-1998, avec Monster, on avait, comme je disais, deux laboratoires. On avait le laboratoire de Fort McMurray en Alberta, qui était déjà frappé par une pénurie de main-d'œuvre. Ça voulait dire quoi? Essentiellement, bien, tout ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire que des commerces devaient réduire leurs heures d'ouverture parce qu'il n'y avait pas la main-d'œuvre. Certains commerces fermaient. Tout le phénomène du fly-in, fly-out, où on remplissait des avions dans les provinces maritimes pour amener des travailleurs pour pouvoir maintenir le McDonald's ou le Tim Hortons ouvert et qui était payé 25 $ de l'heure. Donc, toute la pression au niveau des salaires, tout ce phénomène-là lié à la pénurie de travailleurs, on le voyait déjà, travailleurs non spécialisés. Et on avait un marché un peu comme Montréal, Toronto, où il y avait vraiment une pénurie de talent. Pour ceux qui étaient impliqués à l'époque, c'était toute la poussée des dot-com, télécommunications, l'aérospace, l'ingénierie, etc. Donc, tous des secteurs qui avaient besoin d'une main-d'œuvre spécialisée. Et là, encore là, on voyait, on avait un pic sur qu'est-ce qui était pour arriver dans le futur d'une façon plus généralisée. Donc, pression sur les salaires, un grand nombre de ces gens-là qui se sortaient qui n'étaient plus nécessairement disponibles pour les employeurs parce que c'était plus payant de travailler comme travailleur autonome. Donc, ces phénomènes-là, ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on les a vus poinglonner dans le marché. Et là, maintenant, j'ai plus besoin d'essayer de convaincre les gens de se préparer à la pénurie d'emploi et de main-d'œuvre. On la vit au quotidien. Gabriel, est-ce qu'à cette époque-là, vous parliez déjà du télétravail?
Oui, c'est intéressant comme question. En fait, Workapolis et moi-même avons été reconnus pour tout le travail qu'on avait fait à la Chambre des communes à Ottawa pour favoriser le télétravail comme moyen. Essentiellement, l'argument à l'époque, c'était il y avait de plus en plus d'employés qui étaient en position de force puis qui le demandaient, premièrement, puis il y avait toute la notion évidemment, d'essayer de contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Je me souviens encore, on est assis dans la tribune aux communes, il y a un député qui se lève, qui félicite Workapolis et son président pour tout le travail. Puis je me souviens de ma réflexion à l'époque, c'était, ça fait 4-5 ans qu'on travaille activement à essayer de promouvoir ça, puis vraiment, je n'ai pas le sentiment que rien a changé. Et là, soudainement, il est arrivé un microscopique phénomène qu'on a appelé la COVID qui a accéléré l'adoption du télétravail. Il faut dire que, si je me souviens bien, c'était en 2004 ou 2005 qu'on avait été reconnu à la Chambre des communes. La technologie n'était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, maintenant, c'est assez facile avec Teams puis ces solutions-là de pouvoir le faire. Donc, le contexte... étonnamment, la COVID est arrivée au bon moment, dans le sens que technologiquement, on était capable d'y aller avec le télétravail. Ça n'aurait pas été le cas peut-être en 2003-2004, au moment où on était activement impliqué à en faire la promotion. Et quand vous en faisiez la promotion, c'était parce que pour pallier à une pénurie de main-d'œuvre, mais là, l'effet accéléré du télétravail a amené d'autres soucis qui n'étaient pas encore imaginés à cette époque-là. Là. Je pense que je s'ouvre un peu la porte pour la suite, là, mais... Oui. Ben, allons-y. Donc, peut-être parler de façon générale là, c'est pas des nouvelles pour personne. Je pense que vous le vivez au quotidien. C'est extrêmement difficile de recruter à l'heure actuelle. On connaît les raisons derrière, que ce soit pour de la main-d'œuvre spécialisée, de la main-d'œuvre non spécialisée. Au niveau de la main-d'œuvre spécialisée, un des plus gros défis, c'est qu'il y a une demande énorme. On est en compétition avec le reste du monde pour cette main-d'œuvre-là. On peut bien dire, on va augmenter nos seuils d'immigration pour ce type de main-d'œuvre-là. Encore faut-il les attirer ici. On a quand même des arguments favorables là, au Québec et au Canada pour attirer ces gens-là, mais il y a quand même des défis. On les connaît tous. Donc, c'est vraiment maintenant une compétition internationale. Puis au niveau de la main-d'œuvre non spécialisée, c'est qu'on n'a tout simplement pas assez de gens pour occuper ces postes-là. Encore là, l'immigration est soulevée comme une des pistes de solution, mais on entend tous parler là, des défis qui attendent ces immigrants pour venir travailler de façon temporaire ou permanente au Canada. Ça demeure un chemin qui est extrêmement difficile. On va passer à la slide suivante. Je veux parler de la marque employeur. Puis, au cours des années, j'ai toujours eu un certain défi à essayer de communiquer exactement vraiment c'est quoi une marque employeur. Puis, il y a cette citation-là de Henry Ford qui est intéressante. La marque employeur, c'est pas basé sur ce qu'on va faire dans le futur. C'est basé sur l'expérience que nos gens ont vécue jusqu'à ce jour, que ce soit des employés, des ex-employés, des candidats, toute personne qui est susceptible de travailler ou d'avoir travaillé pour nous. C'est vraiment notre marque employeur, c'est ça. Donc, il faut être conscient que ce qu'on investit sur notre marque employeur, puis on va aller un petit peu plus profondément sur ce concept-là dans quelques instants. Mais ce qu'on investit maintenant pour transformer notre marque employeur, pour améliorer l'expérience de nos employés, ça va se traduire dans notre marque dans quelques années. Donc, ça ne veut pas dire que les employés actuels n'en verront pas le bénéfice, mais avant que ça fasse partie de l'équité de la marque, ça va prendre quelques années. Mm-hmm. On confond souvent la marque employeur et la marque de l'entreprise. C'est des notions importantes à distinguer. Oui, mais la marque, en fait, je remplacerais le mot marque, puis j'inviterais tout le monde à faire cet exercice-là, là, parce qu'en agence de publicité, on parlait de l'équité de la marque. C'est quoi l'équité de la marque? C'est l'impression qu'ont nos consommateurs
quand ils pensent à nous. Puis on utilisait le terme, c'est quoi la réputation de la marque? Alors, la marque employeur, ce n'est pas ce qu'on dit. OK? On voit à gauche, j'ai trouvé le visuel fort intéressant, fort pertinent. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on dit de notre marque, c'est ce que les gens disent de notre marque. Quand ils sont dans un cocktail, dans un souper, ils partagent avec des amis leur expérience de travailler pour leur employeur. Bien, la somme de tout ça, c'est ça qui est notre équité de marque. Donc, c'est notre réputation. Et c'est pour ça que je disais ce qu'on fait maintenant, avant que ça vienne avoir un impact sur notre réputation, ça prend un certain temps. Donc, c'est important de s'y mettre le plus rapidement possible. Parfait, merci Gab. Évidemment, la marque employeur, ce n'est pas les communications qu'on en fait sur notre site web. La réputation, ça se bâtit en fonction de l'ensemble des interactions qu'un employé, par exemple, même un candidat, va avoir avec notre marque. Donc, c'est la somme de toutes ces petites choses-là qui font en sorte qu'il y a une réputation favorable ou défavorable, favorable dans certains points, avec peut-être des faiblesses dans d'autres, mais c'est l'ensemble de ces petites interactions-là, ce qu'on a appelé en agence de publicité des expériences de marque. Donc, des interactions avec l'employeur de différentes façons. Ça passe par l'ensemble de ces points de contact-là qu'on peut avoir mentionnés et bien d'autres. Je me souviens, entre autres, qu'à l'époque de Workapolis, on avait une jeune femme qui s'occupait de faire la sélection des candidats puis passer la première entrevue. On recevait, même de candidats qui avaient été rejetés, des commentaires dithyrambiques sur l'expérience qu'ils avaient vécue avec cette personne-là. Il n'avait même pas été embauché dans l'entreprise. Par contre, c'est le genre d'expérience qui dit ça vient contribuer à notre réputation, donc à notre équité de marque comme employeur. Donc, ça va de l'affichage de l'offre d'emploi jusqu'au départ de l'employé. Toutes les étapes sont importantes pour créer et bâtir cette marque employeur. Absolument. Puis, avant même l'affichage de l'offre d'emploi, oui. À moins qu'on soit très petit ou peu connu, si on est moindrement connu comme employeur, il y a déjà une équité de marque qui nous appartient. Puis c'est hyper important de bien connaître cette équité de marque-là en publicité. Puis je fais le parallèle avec la publicité parce que je considère que maintenant, le niveau de sophistication qui a été développé dans les 100 dernières années en communication publicitaire de masse, c'est aussi difficile de recruter un employé que d'aller chercher un nouveau client actuel. Le défi communicationnel est aussi complexe et il faut avoir le même niveau de sophistication, ce qui inclut d'avoir une bonne compréhension via la recherche de notre marque employeur. Qu'est-ce que les gens disent de nous dans le marché, nos anciens employés, les candidats potentiels, nos employés actuels. Et je tiens à vous dire par expérience qu'il y a un écart majeur entre la perception que les gens, le département des ressources humaines a, les managers ont et les candidats ou les employés. On avait fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est important? Par exemple, on avait développé une étude qui demandait aux gens sur différents facteurs dans l'entreprise. On demandait aux gens d'HR quelle est votre opinion. On demandait aux managers quelles étaient leurs opinions et aux employés quelles étaient leurs opinions. N'oubliez pas que la réalité, c'est ce que les employés pensent. Et il y avait des écarts majeurs sur l'ensemble des critères mesurés entre ce que les clients, les employés nous disaient et ce que les managers et les gens du département RH pensaient. Donc, c'est hyper important de bien connaître qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos employés ou de nos clients en publicité traditionnelle. Je te pousse sur la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'importance des programmes pour justement faire briller cette marque employeur? Quels sont les outils qui sont à disposition? Bon, sur l'ensemble des interactions avec l'employeur, il y a des actions à prendre. Okay? Il faut vraiment avoir une très bonne compréhension de quelles sont les interventions d'un candidat, par exemple, à partir du moment où il entend parler de nous la première fois, comment que ça se passe le processus pour l'inviter en entrevue, comment se passe l'entrevue, comment se passe la post-entrevue si l'employé, si le candidat n'est pas retenu. Si le candidat est retenu, c'est quoi l'expérience? Est-ce qu'il tombe dans un trou noir, puis soudainement,
il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, puis ça dure une semaine avant qu'on le contacte ou des choses du genre. C'est tous ces petits éléments-là qui contribuent à bâtir notre réputation et ça peut lui nuire grandement. Évidemment, un des éléments importants, une fois que les gens sont à bord, c'est toute la notion de récompense. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Il y a des bonnes et des mauvaises façons de le faire. Je pense entre autres à un employeur récemment que je nommerai pas, qui a remis une carte cadeau de 5 $ à ses employés. Ça a fait la une dans les journaux. Ça a vraiment endommagé leur marque employeur. Alors qu'ils voulaient faire de la récompense, ça s'est vraiment tourné contre eux. Donc, il y a des choses à ne pas faire, évidemment, parce que là, on vient vraiment d'endommager notre réputation comme employeur. Puis quand ça se retrouve dans les médias ou les réseaux sociaux, évidemment, c'est un feu de broussailles. Donc, on est très conscient au niveau de la rétention des employés, de l'engagement. La rétention, c'est une chose, mais on veut que les gens soient là puis soient impliqués. Donc, au niveau de l'engagement des employés, c'est très important aussi. Puis évidemment, quand que ça fait partie de notre réputation et ça sort des murs de l'entreprise, bien là, ça contribue à nous rendre beaucoup plus attrayants comme employeurs potentiels. Donc, on a parlé de rétention. Selon l'étude de Quantum Workplace, là, ça serait la raison principale pour laquelle les gens quittent une organisation. Différentes études la mettent premier, deuxième, troisième, peu importe. Je pense que ce qu'on a retenu, c'est que c'est un élément important. Les gens, on a dépassé l'époque où on pouvait dire « je te paye un salaire, fais ta job », comme j'ai entendu à une certaine époque. J'espère qu'on n'entend plus ça des organisations. Aujourd'hui, les gens s'attendent à beaucoup plus que ça et ça prend différentes formes. Donc, il faut être conscient qu'on peut jouer au niveau de la reconnaissance là, pour améliorer les taux de rétention. Petite statistique, les entreprises qui auraient un programme de reconnaissance en place ont un taux de roulement qui serait de 31% plus bas que ceux qui n'en ont pas. Puis je n'ai pas de difficulté à croire ça. Maintenant, le diable est dans les détails sur comment on reconnaît les gens et quels sont les outils qu'on utilise. Et quand on veut reconnaître les gens, on a besoin aussi de les voir. Donc, ce que nous, on rencontre lors de nos rencontres avec les clients, c'est que le télétravail qui a éloigné les gens des lieux de travail bloque un peu cette reconnaissance de dire ben, je te vois au bureau, je vois ta qualité de travail, je peux te reconnaître. Le fait d'être chacun isolé nous permet de briller des fois et de pouvoir accéder à ces reconnaissances. Exactement. C'est la reconnaissance soit des pairs, soit de nos managers. Évidemment, ça a un impact. On va le voir un petit peu plus loin, mais oui, on perd cette notion-là. Est-ce que c'est compensé dans l'esprit des employés par le fait que leur qualité de vie est meilleure, etc.? Peut-être. Ça peut venir peut-être compenser pour certaines personnes, mais ce n'est pas tout le monde qui travaille de la maison. Il y a encore beaucoup de gens qui doivent se déplacer au lieu de travail. Et toute cette notion-là de reconnaissance par les pairs ou par le supérieur immédiat ou par l'entreprise de façon plus générale demeure très importante. Mais effectivement, ça amène un défi supplémentaire. Bien, au niveau de l'engagement, encore sur l'étude de Quantum, qui disent que la présence d'un programme de reconnaissance a un impact élevé sur le niveau d'engagement. J'ai aucun doute là-dessus. Comme ancien président d'entreprise, moi-même, on l'a vu, là, on a vu l'impact qu'à partir du moment où on a déployé un programme de reconnaissance de nos employés qui était par les pairs, par les supérieurs immédiats, par le président, de différentes façons. Ça avait eu un impact majeur au niveau de l'engagement. En fait, on avait augmenté notre taux d'engagement de quasiment 6 points de pourcentage à l'époque, ce qui est énorme, qui était déjà élevé, mais ça a juste contribué à l'amener encore plus haut. Moi, ce que je vois, c'est que les programmes d'engagement qui sont mis en place sont aimés par les employés, mais il ne faut pas que ce soit une difficulté supplémentaire par les équipes RH. Il ne faut pas qu'on leur mette un fardeau, quelque chose qui est lourd à exécuter. Donc, absolument. Il ne faut pas que ça soit artificiel. Il ne faut pas que ça soit perçu comme étant artificiel ou pas important, parce que là, on n'atteint pas notre objectif. Au contraire, ça vient
ça peut venir causer un malaise puis endommager une expérience de marque de la part de l'employé. Donc, essentiellement, ce qu'on veut, c'est de créer des ambassadeurs pour la marque. Donc, on parlait tantôt, je mentionnais, votre marque, c'est ce que les gens disent, c'est pas ce que vous en dites. Donc, c'est ces conversations-là autour de souper, dans un cocktail, entre amis, les gens qui ont une bonne expérience avec leur employeur, on va faire confiance beaucoup plus à ce que les gens disent que ce que l'entreprise écrit sur son site web ou dans ses affichages de poste. Alors, ça demeure prioritaire de créer ces ambassadeurs-là et le programme de reconnaissance, c'est un des aspects, un des leviers qu'on contrôle. Super. On parlait des types de reconnaissance tantôt. Bien évidemment, le peer-to-peer, comme on appelle, il y a des plateformes qui existent qui peuvent venir faciliter ce type de reconnaissance. Personnellement, j'en ai utilisé quelques-unes. Je trouve qu'au moment où on le lance, ça a beaucoup d'impact. Après un certain nombre de mois, je trouve que ça s'essouffle un peu. Puis là, les gens commencent à monnayer la reconnaissance par les pairs. Je ne suis pas sûr qu'on atteigne nos objectifs, mais bon, à vérifier, s'assurer que ce n'est pas juste le fait d'avoir une plateforme qui permet de le faire, mais que l'utilisation est en adéquation avec nos valeurs et nos objectifs d'entreprise. Évidemment, la reconnaissance par le supérieur immédiat demeure hyper importante, qu'on le veuille ou non. C'est un des éléments là, qui va avoir un impact majeur sur notre volonté de continuer à poursuivre dans l'entreprise. Mais aussi, il y a toute l'approbation qu'on a pour les valeurs de notre entreprise qui ne sont pas indiquées ici, mais c'est super important d'être confortable avec ce que notre entreprise fait au niveau socialement, au niveau social, au niveau l'implication dans la communauté, des choses du genre. C'est des valeurs qui sont de plus en plus importantes pour les employés. Et ça part évidemment des valeurs de l'entreprise. Donc, ce n'est pas à négliger, mais il y a également les valeurs de notre supérieur immédiat qui sont importantes parce qu'on le vit au jour le jour. Bon exemple, c'est l'industrie des cigarettes. C'est très difficile pour eux de recruter à ce moment-ci. Pourquoi? Parce que, évidemment, les employés ne se sentent pas à l'aise avec tout ce qu'on sait maintenant au niveau des valeurs que ça amène puis de l'impact social que ça a. Le domaine des mines, c'est un peu le même défi. Bon, on pourrait lister plusieurs industries là, pour lesquelles il y a un niveau de difficulté additionnel à cause de la mission même de l'organisation. Et, Oui, je reviens en arrière, excuse-moi. OK, je m'excuse. Donc, il y a des reconnaissances privées ou publiques. Il y a les programmes de reconnaissance en entreprise. Souvent, il y a l'aspect d'une reconnaissance publique. Donc, les gens qui se sont distingués, bien, ils vont chercher une visibilité à travers l'organisation. On veut les mettre dans le spotlight. On veut que ces gens-là brillent. Puis même s'il y a des gens qui sont un peu plus gênés, c'est pratiquement toujours apprécié là, quand ça dépasse le cadre d'un échange un à un avec le supérieur immédiat. Et il y a toute la reconnaissance monétaire, puis c'est vers ça qu'on va se concentrer au cours des prochaines secondes. Encore là, il y a des bonnes choses à faire, puis il y a des pièges à éviter. On va regarder ça ensemble. Super. Donc, au niveau évidemment des récompenses, bien, il y a toute la notion, il y a des récompenses qui viennent de l'extérieur, donc qui sont motivées par des phénomènes extérieurs, la possibilité d'avoir une promotion, la possibilité d'avoir un meilleur équilibre travail-famille, des récompenses monétaires, d'autres types de récompenses. Ça, c'est à l'extérieur des individus. Il y en a qui viennent chercher un petit peu plus ce qui est en nous. Je décide de faire un sport d'équipe. Pourquoi? Bien, j'ai des motivations internes pour faire ça. C'est la même chose de me joindre à une équipe au travail. Il y a un volet, oui, je vais avoir un salaire puis une qualité de vie, mais il y a aussi le volet, je veux participer, je veux me réaliser comme individu, je veux me dépasser, je veux qu'on me reconnaisse pour telle et telle chose. Donc ça vient de nous. Et ça, c'est le bout, je dirais, qui appartient au supérieur immédiat beaucoup. Un bon leader
va aller chercher cette compréhension-là chez ses employés, puis il va être en mesure d'alimenter ça le plus possible parce que c'est très puissant comme motivation quand ces petites voix-là sont entendues dans chacun de nous. Évidemment, il y a des récompenses qui peuvent prendre une forme non financière et aussi financière. On est tous familiers avec ça. Que ce soit un bonus, que ce soit des cartes cadeaux, toute forme de bénéfices tangibles qu'on peut obtenir de ça. Certains sont basés sur la performance, exemple un bonus. Certains sont basés sur plus une récompense. Donc, ça fait 10 ans que tu es à l'emploi de l'entreprise, on veut souligner ça. Étonnamment, la perception, c'est que les gens préfèrent recevoir du comptant, du cash. Ce n'est pas ce que la recherche nous dit. La recherche nous dit que 65%, là, selon Applause, 65% des employés préfèrent une autre forme de récompense qu'en espèces. Puis, une des raisons, quand on lit un peu sur le sujet, c'est souvent que quand on reçoit, exemple, une carte cadeau ou un objet quelconque, là, si c'est pas ridicule, là, on ne parle pas d'un crayon, mais de quelque chose de significatif, ça a tendance à avoir un impact émotionnel qui est plus grand, qui va durer plus longtemps dans le temps qu'un chèque, par exemple. Donc, c'est un peu ce que la recherche nous démontre au niveau de la nature des récompenses tangibles et financières qu'ils reçoivent. Merci, Gab. Okay. Évidemment, Hello a développé une nouvelle technologie de carte de récompense. Nico va nous en parler un petit peu plus loin. Donc, quelle est la place de la carte de récompense ou ce qu'on appelait jusqu'à maintenant de la carte cadeau? On sait que les employeurs utilisent beaucoup, aiment beaucoup utiliser des cartes cadeaux comme moyen de récompense. C'est un marché, juste pour vous donner un ordre d'ampleur, c'est un marché de 4 milliards de dollars au Canada. Donc, il y a 4 milliards de dollars en valeur de cartes cadeaux qui sont distribués aux employés par les employeurs canadiens. Donc, on voit que c'est énorme et ça prend, il y a un taux de croissance absolument phénoménal d'année en année. Donc, la popularité pour les employeurs est de plus en plus là, mais on s'est posé la question, qu'en est-il pour les employés? Mm-hmm. Alors, les employés... peux-tu revenir, Nico, s'il vous plaît? Je pense que la réponse a disparu. Alors, les employés, c'est une des méthodes préférées également de récompense. Ça vient chercher un petit peu l'argument que je disais tantôt, où ça a un impact émotionnel qui dure plus longtemps. La carte, on va l'avoir en main pendant quelques temps. La même chose si on reçoit un bel objet d'art comme récompense de notre employeur pour nos années de service ou quelque chose qui est significatif, ça a tendance à créer un lien émotionnel qui est plus fort. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut faire ça à du cash. Évidemment, l'autre raison, c'est une récompense en argent, c'est un bénéfice imposable. Donc, selon notre taux d'imposition, il y en a une partie là, qui... malheureusement, ne jouera pas son rôle de venir nous motiver ou nous engager dans l'organisation. Quand on le retourne à Revenu Québec ou l'Agence du revenu du Canada, je pense que ça peut même être négatif là, en fin d'année de dire « Oh, j'ai été imposé sur ça ». Ce n'est pas une bonne expérience. Donc, il faut idéalement les récompenses en argent, là, on va voir qu'est-ce que les alternatives... Et l'employeur également, parce que l'employeur... ça lui coûte la cotisation employée, il doit payer la masse salariale là, pour ses récompenses. Oui, entre 4 et 13 % selon le taux d'imposition de l'employé en question. Oui. Donc, il y a plusieurs options. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a des choses à éviter, en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est possible de choisir, premièrement, si on décide d'utiliser ce véhicule financier-là pour récompenser nos employés, il faut être conscient d'un certain nombre de choses. Premièrement, est-ce que les cartes qu'on va remettre correspondent aux valeurs de l'organisation? Puis je vais juste prendre un exemple. Il y a beaucoup de cartes qui sont remises à des employés pour lesquels qui vont être utilisés
auprès de commerçants qui ne sont pas soit québécois ou soit canadiens. Donc, est-ce qu'on est confortable comme entreprise québécoise ou canadienne à récompenser nos employés puis à faire bénéficier des grandes chaînes internationales? Pour certaines entreprises, ce n'est pas un problème. Ce qu'on entend à travers le Canada, de plus en plus, les entreprises sont conscientes de leur impact dans la communauté. Ils ont des objectifs en ESG où ils doivent protéger l'environnement, ils doivent démontrer leur engagement social, ils doivent démontrer leur gouvernance. Donc, chaque petit geste comme ça, quand on l'analyse à travers le fil de ESG, ben, il y a des décisions qui peuvent faire en sorte que, OK, moi, je vais encourager l'économie locale, canadienne ou québécoise ou canadienne. Je ne veux pas venir encourager une multinationale parce que l'argent sort du pays. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a peut-être aussi des cartes de certains détaillants qui n'ont pas une bonne réputation au niveau de la façon qu'ils traitent leur main-d'œuvre. Est-ce qu'on veut encourager comme entreprise ce type d'organisation-là? Donc, ça, c'est une première question à se poser. Est-ce que c'est possible d'optimiser la récompense qu'on donne aux employés? Et il faut être conscient d'un certain nombre de choses. On parlait des règles fiscales tantôt. Bonne nouvelle, pour les gens qui sont en ressources humaines, qui avaient déjà travaillé avec les bénéfices non imposables, puis comprenez bien quelles sont les règles pour qu'un bénéfice, qu'une carte cadeau, par exemple, soit considérée comme un bénéfice non imposable. Au Québec, on a ça depuis quelques années. La bonne nouvelle, c'est qu'au Canada, depuis l'an passé, le Canada, l'Agence du revenu du Canada s'est enlignée sur Revenu Québec, si on peut dire, et ont adopté un peu les mêmes règles qu'au Québec au niveau fiscal. Donc, essentiellement, les grands principes, c'est que si on sait d'où vient l'argent, à quel endroit l'argent va être dirigé, et ce n'est pas pour remplacer un montant d'argent. Donc, ça ne peut pas être lié pour récompenser une performance, mais c'est vraiment un cadeau qui est remis à l'employé, qui n'est pas lié à sa performance. Je résume un peu les règles, là, mais c'est essentiellement les choses les plus importantes à considérer pour savoir la carte que je donne à un employé, est-ce que c'est un bénéfice imposable ou non. Je vais vous donner des exemples. Carte cadeau de la SAQ, en notant que ça corresponde aux valeurs de l'entreprise. Carte cadeau de la SAQ, pas de problème. On sait d'où vient l'argent. L'employeur a donné de l'argent à un employé. On sait que ça va être dépensé dans un commerce précis. Parfait, bénéfice non imposable. Malheureusement, on ne sait pas si l'individu consomme de l'alcool ou est heureux, mais en tout cas, dans le cas où il a choisi sa carte, la SAQ, parfait, c'est un bénéfice non imposable dans la mesure où ça n'a pas été donné en remplacement d'une somme d'argent. Carte Amazon. Oh, là, il y a un critère qui est un petit peu moins clair. L'argent va aller où? Je ne sais pas combien il y a de millions de commerçants sur Amazon, mais il y a un risque majeur. On entend des clients qui se questionnent à savoir est-ce que je vais être... est-ce que je vais me faire cotiser par l'ARC parce que c'est plus difficile de dire à quel endroit l'argent s'en va. Une carte prépayée, c'est comme de l'argent, c'est assurément un bénéfice imposable. Donc, encore là, on voit qu'il faut faire attention les choix qu'on fait au niveau du véhicule de carte cadeau parce que ça peut avoir un impact négatif sur notre marque employeur parce que là, l'employé réalise qu'il y en a la moitié qui est parti au gouvernement, dépendamment de son taux d'imposition, évidemment. Ça fait travailler les départements comptables également parce qu'ils doivent fournir ces preuves à la Revenu Canada. Exactement. Puis ça devient très lourd à gérer à l'interne, puis frustrant pour l'employé. Donc, c'est un lose-lose pour tout le monde. Ensuite de ça, il y a la notion d'impact sur la trésorerie. Dans certains programmes de cartes cadeaux, là, pour des employeurs qui font ça à grande échelle, ils doivent sortir, s'ils veulent donner 1 million de cartes cadeaux dans l'année à leurs employés, ils doivent sortir 1 million au début du programme. Donc ça, évidemment, ça a un impact majeur sur la trésorerie. Si on pouvait faire en sorte que de payer uniquement quand l'employé utilise sa carte, bien là, on a gardé l'argent chez nous, puis dans nos coffres, dans notre compte de banque, puis payer juste à l'utilisation, bien là, ça a beaucoup moins d'impact au niveau de la gestion de la trésorerie. Ça serait idéal.
Et l'autre élément important à comprendre, puis ça, pour moi, c'est crucial parce qu'on a une perte d'efficacité de nos budgets de récompenses en carte cadeau qui est énorme. On a tous le sentiment qu'une carte cadeau, ça ne coûte rien. On s'en va chez Jean Coutu, on achète une carte La Vie en rose, peut-être pas pour nos employés, je vais prendre un autre exemple, une carte de la SAQ, puis on n'a pas eu de frais à payer, puis tout le monde est heureux. Ça serait étonnant que les compagnies de cartes cadeaux puissent avoir un tel modèle d'affaires puis avoir autant de succès qu'ils ont présentement. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Comment ces entreprises-là font-elles le revenu? C'est qu'ils bénéficient, ils conservent tout l'argent qui n'est pas dépensé sur la carte. Donc, ce qu'on appelle le résiduel ou le breakage en anglais. Ça veut dire que chaque employeur avant d'aller plus loin, le niveau moyen de résiduel sur les cartes cadeaux, c'est environ 20 %. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'employeur, 20 % de mon budget de cartes cadeaux n'est pas mis à contribution, n'a pas d'impact parce qu'il ne sera pas utilisé par l'employé. Donc, c'est important de dire, OK, est-ce qu'il y a des solutions qui me permettent de garder ce 20 % -là, de ne pas le perdre aux mains d'une compagnie de cartes cadeaux, de le conserver dans mes coffres, puis peut-être de le réinjecter dans mon programme de récompense employée. Effectivement, avec la nouvelle technologie, ça devient possible. Là, tu me passes la balle ou tu me passes la carte, c'est ça? Je te passe la carte, puis il y a peut-être des cases que la nouvelle technologie de carte récompense Hello peut permettre de... Exactement. Donc, nous, on a vraiment monté le programme Hello, programme d'avantages pour les employés, selon toutes ces réglementations. Donc, pour cocher les cases de Revenu Canada, Revenu Québec, pour certaines récompenses non imposables. Donc, on est capable de générer des tableaux de performance par entreprise, pour savoir à qui les cartes ont été données, quel est le montant, pour quel commerce. On est capable de venir greffer des commerçants locaux au programme de l'employeur pour qu'ils viennent augmenter la valeur de la récompense. Donc, on sollicite des commerçants pour qu'ils viennent en donner plus aux employés d'un programme. Et ce volet des soldes résiduels, nous, c'est un peu le nerf de la guerre, comme Gab l'a dit. On s'est rendu compte que ces grandes compagnies, par ailleurs non canadiennes, donc nous, Hello, on est une compagnie québécoise, montréalaise, et on est la seule compagnie où est-ce qu'on a développé cette technologie qui permet à nos clients de récupérer les soldes non dépensés sur les cartes cadeaux, qui permet d'augmenter l'impact du budget des programmes de récompense. Donc, la nanotechnologie peut vous aider à augmenter la valeur des récompenses, éviter de payer inutilement les frais cachés. Et comme c'est vous, les employeurs, qui décidez dans quels commerces locaux vont fonctionner les récompenses, notre technologie permet de le faire. Donc, on travaille avec des entreprises, exemple à Montréal, qui ont la difficulté à ramener les gens au bureau. Et là, on est une des solutions dans le coffre à outils de l'employeur pour dire, si tu viens au bureau, ta récompense, ton 100 $ qu'on te donne pour le prochain trimestre, va fonctionner dans les commerces locaux autour du bureau. Et pour être certain de rejoindre la majorité des employés, et au lieu de donner uniquement une récompense qui fonctionne à la SAQ, on va venir donner une récompense qui va fonctionner à la SAQ, dans le restaurant du coin, dans le spa. Donc, on va vraiment créer un bassin de commerçants selon les besoins de l'entreprise. Et nous, Hello, on s'occupe de tout ça, donc de rencontrer les commerçants, les intégrer au programme de l'employeur et s'assurer que les employeurs puissent avoir accès à ces commerçants. Comment Hello se distingue? Premièrement, donc, on augmente le pouvoir d'achat des employés parce que notre programme de récompense se qualifie comme étant une récompense non imposable pour un maximum de 500 $ par année par employé de récompense. On peut en donner plus, mais le premier 500 va cocher toutes les cases de Revenu Québec, Revenu Canada. Et on travaille avec notre technologie qui permet en tout temps à l'employeur d'avoir accès à son tableau de bord pour pouvoir voir son programme, les récompenses utilisées, les récompenses non utilisées. On augmente le pouvoir d'achat des employés avec des offres de bonification. Donc, nous, on va aller solliciter les commerçants du réseau de commerces locaux en disant, tu as tant d'employés dans ton territoire qui viennent chez toi. Est-ce que tu veux les attirer toute l'année? Est-ce que tu veux les attirer durant une période précise? On peut faire une offre de bonification à ces employés pour qu'ils viennent spécifiquement chez toi et ils n'aillent pas dans les autres commerces.
Donc, on rentre ce volet-là en jeu qui permet d'augmenter la valeur de la récompense qui est donnée. On peut stimuler le présentiel, comme je viens d'expliquer. Donc, on est capable d'intégrer des commerces autour du bureau, en bas de la tour. Si vous avez plusieurs bureaux, je vais vous montrer un exemple concret après avec un client qui a plusieurs bureaux à travers la province. On est capable de faire des pools de commerce autour des bureaux. Et bien sûr, on va le faire avec les intérêts variés des commerçants. Donc, on va faire un brainstorm avec les employés. Qu'est-ce que vous aimez? Quels sont vos commerces préférés, vos commerces coup de cœur? Donc, ça me fait un plaisir de les intégrer au programme. Et tout ça se fait très, très facilement. On permet d'éviter de débourser les frais cachés. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un programme qui permet aux promoteurs, vous, les employés, les employeurs, de récupérer tous les soldes qui sont non utilisés. On est capable également de mettre des primes à l'embauche, des primes de rétention. Donc, chaque mois, on peut déposer un montant sur les cartes des employés. Un employé qui part en cours de programme, on est capable de retirer les montants qui devaient être versés. Donc, tout ça est très flexible et très simple à utiliser avec une plateforme web, avec une interface employeur. Les frais cachés, comme l'a expliqué Gabriel, c'est 20% des montants des cartes cadeaux qui ne sont jamais dépensés. Nous, chez Hello, on veut que 100% des budgets de programmes de récompense soient utilisés. Comment on fait ça? Donc, exemple, sur un programme de 100 000 $ qu'on a donné aux employés, il y a 20 000 $ qui ne sera jamais dépensé. Donc, nous, on fait en sorte que ce 20 000, vous l'ayez encore de disponible pour pouvoir faire d'autres initiatives. Je vous montre un exemple très concret d'un des clients qu'on a actuellement. C'est un client qui a 300 employés sur 3 sites différents à travers la province, Montréal, Ottawa et Québec. Et son besoin numéro 1, c'était le retour au bureau. Il veut que les gens reviennent 3 à 4 jours au bureau pour recréer une adhésion et recréer un esprit d'équipe qu'il a perdu avec le COVID. Ça, c'est son besoin primaire. Comment on a fait? On a rencontré les commerçants, de 20 commerces par ville, proche de son bureau, dans un rayon de 100 mètres autour de son lieu de travail. C'est de la restauration, de l'épicerie fine, des cafés, et on les a connectés au programme. Donc, l'employé a reçu un 500 $ non imposable pour son année de récompense, et sa carte fonctionne dans les 60 commerces. Donc, souvent, c'est des employés qui se déplacent de bureau en bureau pour les rencontres administratives. Donc, quand il part de Québec puis il va à Montréal, sa récompense fonctionne également dans les commerces autour à Montréal. Donc, pour nous, c'est un projet qui a été lancé en quelques semaines, très simple, parce que les commerçants, quand on les rencontre, pour eux, on leur dit, ben, vous acceptez déjà les cartes Visa, nous, on n'est pas une carte de crédit, on est une carte prépayée, et on vous amène la nouvelle clientèle. Et par la suite, on va venir vous voir, parce qu'on a une autre chose pour vous, on veut que vous allez capturer encore plus de revenus de ces gens-là. Donc, l'impact économique, vous voyez un programme comme celui-ci, où est-ce qu'on a déposé sur les cartes 150 000 $. Ce qu'on sait avec les cartes cadeaux, un effet très important, c'est ce qu'on appelle le lift, c'est l'effet de levier des cartes cadeaux. Quelqu'un qui a une carte cadeau dépense entre 57 et 130% plus d'argent que le montant de la carte. Donc, un programme où est-ce qu'on a déposé 150 000 $ sur les cartes, mais ça a généré un impact économique pour les 3 secteurs, les 60 commerces, de 235 000 $. Et ça, nous, on est capable de le prouver parce qu'on a des tableaux de bord où on voit chaque transaction qui sont faites, dans quel commerce ils ont été faits. Les cartes sont rechargeables. Donc, l'employé qui a reçu sa carte cette année pour ce client, mais l'année prochaine, s'il est encore présent, on va automatiquement déposer un montant sur sa carte. Si on a mis en place un programme de reconnaissance d'année de service, l'employé pourrait également, après ces 5 ans, recevoir un montant sur sa même carte. Donc, c'est très simple à utiliser, à exploiter. J'ai une question. Est-ce que les cartes sont utilisables en ligne ou seulement en magasin? C'est au choix de l'employeur. C'est vous, l'employeur, qui décidez où la carte fonctionne. Lorsqu'on lance un programme avec Hello, vous dites, mais voici les commerces que je veux intégrer et moi, je veux que les gens viennent sur place ou ma réalité, c'est que les gens travaillent en télétravail, donc je veux qu'ils puissent commander. Donc, on peut également intégrer, exemple, le site web du panier bleu. Les employés pourraient commander sur le panier bleu. On pourrait intégrer le site web de Simons pour commander sur Simons. Donc oui, on peut commander en ligne. Comment Hello peut nous aider avec la rétention? Je vais garder la question juste pour après. J'achève ici, démontrer concrètement l'impact sur la communauté. Donc, notre programme permet aux employeurs de pouvoir faire du contenu également, de pouvoir dire sur les réseaux sociaux ou pour, encore une fois, mettre de l'avant la marque employeur, pour appuyer la marque employeur, mais dire, nous, notre entreprise, on a un programme de récompense employée
Et également, on est capable de redonner à notre communauté. Et on pourrait aller plus loin, donc on pourrait redonner à nos clients. Donc, exemple, un bureau de comptable qui a comme client des restaurants en centre-ville, mais pourrait dire que la carte fonctionne uniquement dans les restaurants clients du bureau de comptable. Donc, on peut aller très loin dans les annonces et comment on peut utiliser notre technologie. La période de questions. Gabriel, j'y suis. Est-il possible de gérer quand l'employé peut avoir accès à sa récompense? Très bonne question. Donc, tout est possible selon vos besoins. J'aime ça dire ça. L'équipe de développement n'aime pas quand je dis ça, mais donc oui, selon votre réalité, si vous avez une difficulté à recruter, exemple, ben on est capable de dire, ben, si vous venez travailler pour mon entreprise, je vous donne 500 $, mais je vous le donne sur 5 mois. Donc, ça permet à l'employé d'être motivé, de dire, ah, ce mois-ci, j'ai mon 100 $, le prochain mois, j'ai 100 $. Donc, je sais que tous les mois, je vais recevoir une partie de ma récompense qui fonctionne localement. De la rétention, également la même chose. On est capable de donner les récompenses étalées sur une période de temps. C'est vraiment selon vos besoins et votre objectif de programme. Bon, Olivia a des questions en anglais. On est capable de vous partager le document par la suite en anglais et en français sans problème pour vous et vous le partagez avec votre équipe interne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Peut-on donner plus que 500 $ par année? Oui, c'est une bonne question. Donc, comment on fonctionne chez nous? C'est qu'on connaît la réglementation canadienne et québécoise en matière de fiscalité. Donc, ce qu'on fait, c'est le premier 500 $ va dans un programme on va l'appeler programme non imposable, par exemple. On va créer un deuxième programme qui sera les récompenses imposables, qui permettra à l'employeur d'avoir 2 rapports. Quand il va se faire contrôler par Revenu Canada, il va dire, voici mon programme non imposable, voici les employés, les montants, les commerces, et voici le programme imposable, donc celui sur lequel les employés vont devoir payer du salaire et l'employeur la contribution salariale. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On avait une question de Thibault. Combien coûte le programme Hello? Combien coûte le programme Hello? Merci Thibault. C'est une bonne question. Donc, on a une tarification très simple. On a une tarification selon le nombre d'employés qui permet de donner accès à des rapports par employé. On parle de 3 $ par mois par employé ou 30 $ par année. Et après ça, on a un frais par projet qui dépend du volume du projet. Donc, pour tout ça, n'hésitez pas à nous solliciter. Ça me fait un plaisir de monter un programme selon vos objectifs et votre réalité d'entreprise. Mais ce qui est important de dire, c'est que comme on permet aux employeurs de récupérer les sommes qui sont sur les cartes, le programme s'autofinance pratiquement de lui-même. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est 20%, une moyenne de 20% de l'argent qui, malheureusement, qui disparaît et qui ne viendra pas avoir un impact là, auprès de vos employés. Donc, en vous permettant d'éviter d'avoir à payer ce montant-là, nos frais ne sont pas de 20%. Et de donner une récompense non imposable permet de sauver ce 4 à 13% de cotisation employeur. Et nos frais sont en bas de 13%. Donc, j'ai une autre question ici. Michel, comment fonctionne cette carte pour l'employé? Y a-t-il une activation en ligne ou avec des agents? Donc, c'est très simple pour l'employé. Je vous explique le parcours. L'employeur a son interface, commande des récompenses. La récompense, elle est issue sous forme de code d'activation. Vous allez comprendre pourquoi on fait un code d'activation. Donc, l'employeur reçoit une liste de codes d'activation. Soit Hello, on se charge de l'envoyer à chacun des employés par courriel, avec un courriel aux couleurs de l'employé, ou l'employeur l'imprime, le distribue, ou l'employeur lui-même décide de l'envoyer par sa boîte de courriel. L'employé reçoit ce code d'activation, va sur l'espace employeur activation ma récompense. Lorsqu'il va activer sa récompense, son code unique, le système va dire « Ah, vous n'avez pas de carte Hello, je fais ma demande de carte, c'est gratuit pour les employés, il reçoit sa carte par la maison via Post Canada, ça prend environ 4 jours ouvrables, reçoit sa carte, l'utilise. » Mais l'employé qui a déjà sa carte, lorsqu'il va rentrer son code d'activation, le montant va être déposé sur sa carte. La carte est rechargeable, c'est une carte par employé. Donc, l'avantage, c'est que
vous êtes un samedi soir, vous avez oublié que la semaine prochaine, c'est le party de Noël, puis il faut commander des cadeaux. Vous pouvez sur votre plateforme employée commander des codes d'activation, les distribuer sans parler à personne. Si vous voulez parler à un agent, on a des gens qui répondent au téléphone en anglais, en français ou sur le chat sans problème. Donc, c'est très simple pour l'employé. Une fois qu'il a sa carte, il l'utilise dans les commerces que vous avez définis, que ce soit sur Internet ou sur place. Et la carte est rechargeable, donc une carte par employé. Et vous avez un tableau de bord, vous voyez exactement la performance de vos programmes, est-ce que les cartes ont bien été utilisées ou pas. Il y a quelqu'un qui est en train de nous... Oui, je vois une dernière question qui arrive. On déborde un tout petit peu du 45 minutes. Oh, Michel, avez-vous un montant minimum par carte ou bien en nombre de cartes? C'est une très bonne question. Donc, je dis, un montant minimum par carte, non. Un nombre minimum d'employés, on dit 150 employés et plus. Mais si vous êtes un tout petit peu en bas, on va vous écouter. Mais je vous dirais que c'est 150 employés et plus. Le montant sur les cartes, il n'y a pas de minimum. Mais n'hésitez pas à nous solliciter pour une rencontre personnelle selon votre réalité et votre programme. Je vais vous repartager le lien ici. Vous avez un lien directement à mon calendrier. On a une autre question de Tibet. Pour les employeurs, c'est très simple. On s'occupe de tout. Vous avez votre plateforme en ligne avec votre tableau de bord et vous pouvez commander n'importe quel moment, n'importe quelle heure, des récompenses qui va fonctionner directement selon les paramètres du programme que vous avez défini. Et tout l'environnement qu'on met en place pour vos employés sont à votre image. C'est vos logos, vos visuels, pour que l'employé soit dans votre environnement. Il est sur l'espace Hello de votre entreprise. Donc, on essaye de respecter votre brand le plus possible. Olivia, comment on fait pour nous contacter? En haut, vous avez un lien où c'est marqué ici. Vous cliquez, vous avez accès à notre agenda pour le solliciter. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de poser une question. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, là, des fois, ça fait réfléchir là, parce que c'est assez unique ce qu'on a développé. On est la seule carte qui permet de récupérer les montants non dépensés. On est la seule carte qui permet de connecter facilement des commerces sélectionnés par quelqu'un. Donc, ça n'existe pas sur le marché et ça fonctionne. On a une centaine de projets qu'on a réalisés dans la dernière année. Avec une quarantaine de clients. On a connecté plus de 3000 commerces à notre technologie dans la dernière année. Donc, c'est une technologie qui est éprouvée, qui fonctionne. On est partenaire avec plusieurs municipalités, régions du Québec, de l'Ontario. Donc, ce côté-là fonctionne. Dernière question de Michel. Nous avons des employés en Ontario. Est-ce que ça pourrait fonctionner dans plusieurs régions en même temps? Oui, tout à fait. Est-ce que vous ayez un bureau à Montréal, à Toronto, à Vancouver? Pour nous, c'est la même réalité. Notre technologie est canadienne pour l'instant. Si vous avez des bureaux aux États-Unis, on va vous écouter. Pour l'instant, aujourd'hui, je ne pourrais pas y aller, mais on travaille dessus. Mais de Vancouver en Gaspésie, on est capable de le faire sans problème. J'oublie les maritimes. Les provinces maritimes. Ouais, j'ai oublié. C'est la saison au nord, là, on veut certainement aller ouvrir un réseau commerçant dans les provinces maritimes. Ce qu'il faut bien comprendre, Michel, c'est qu'un commerçant, pour lui, c'est que du bénéfice. Il se dit, j'accepte la carte, j'accepte des revenus, de l'achalandage et la chance de fidéliser une clientèle. Et pour l'employé, lui, son bureau, autour de son bureau, il peut utiliser la carte. Donc, ça augmente sa valeur à aller travailler au bureau. Il dit, le midi, je peux utiliser ma récompense de mon employé pour aller manger, pour aller faire du shopping. Dans un pool de commerce qui a été sélectionné par l'employeur et les employés. Donc, oui, on est capable de le faire en Ontario. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. On va vous partager le lien du webinaire. Si vous voulez le partager à vos équipes, n'hésitez pas. Puis, si vous avez d'autres questions qui apparaissent d'ici là, on fera un plaisir de répondre et de regarder comment on peut vous aider avec votre réalité d'employeur.
Gabriel, merci pour ton temps. Vraiment un Merci plaisir. à tout le monde. Merci d'avoir partagé votre précieux temps avec nous et on espère de pouvoir vous aider si vous voulez améliorer votre programme de récompense. Bonne journée à tous.